Amaka Obi, 22 ans, brillante étudiante en littérature comparée, est l'une des étoiles montantes de la faculté. Fille d'un ancien ministre tombé en disgrâce, elle porte sur ses épaules les attentes silencieuses d'une mère stricte et d'un avenir incertain. Son professeur, le docteur Ifeanyi Nkem, un homme charismatique dans la quarantaine, marié, réputé pour son intégrité académique, voit en Amaka une étincelle qu'il n'a pas vue depuis des années. Chaque regard échangé devient un soupçon. Chaque commentaire sur ses dissertations devient une confession déguisée. La salle était silencieuse, baignée dans la fraîcheur artificielle de la climatisation, pendant qu'Amaka exposait son analyse de Giovanni S. Room de James Baldwin. Sa voix, assurée mais souple, glissait entre les lignes du texte avec une lucidité désarmante. Elle parlait d'amour réprimé, de désirs rendus honteux par les structures sociales, et de cette guerre intérieure que l'on mène contre soi pour ne pas décevoir le monde. Docteur Ifeanyi Nkem, assis au fond, ne prenait pas de notes. Il la regardait. Pas seulement comme un enseignant observe une élève brillante. Il la regardait comme on observe une faille dans un mur à fine, presque invisible, mais prête à tout bouleverser si on appuie trop fort. Quand la cloche retentit et que les étudiants commencèrent à sortir, il resta immobile. Amaka rangeait ses affaires, seule encore dans la salle, comme toujours. Ifeanyi s'approcha doucement et dit d'un ton calme, presque inaudible. « Vous êtes né pour écrire ce que les autres n'osent même pas penser. » Elle releva lentement la tête, troublée. Il ne souriait pas. Il n'y avait pas d'ambiguïté dans son regard, pas encore. Juste une vérité nue, posée là comme une pierre dans l'eau. Amaka acquiesça doucement, mais cette phrase s'imprima en elle comme un tatouage invisible. Elle ne savait pas encore si c'était une bénédiction ou une mise en garde. 2 jours plus tard, elle reçut un mail officiel de sa part. Invitation à intégrer un programme de recherche indépendant, sous sa supervision, pour préparer une thèse anticipée. Rare privilège. Trop beau, trop risqué. Les premières séances étaient neutres. Sérieuses. Mais peu à peu, les murs de la bibliothèque semblaient se refermer sur eux. Il lui parlait littérature, mais elle entendait confession. Elle lui posait des questions sur les auteurs, mais il répondait avec des silences lourds de sens. Leurs mains frôlaient parfois les mêmes pages. Un jour, en refermant un vieux recueil de poèmes nigérians, Ifeanyi s'interrompit longuement. Il fixa la fenêtre, puis dit, d'une voix plus brisée que d'habitude. « Il y a des vérités qui nous libèrent, et d'autres qui détruisent tout. » Amaka ne répondit pas. Elle sentait son cœur battre contre sa cage thoracique comme un prisonnier contre la porte d'une cellule ouverte. Les jours qui suivirent furent enveloppés d'un silence fébrile. Amaka évita soigneusement les couloirs où elle risquait de croiser Ifeanyi. Elle ne répondit pas à ses emails, feignit l'indifférence dans les séminaires, et, dans l'intimité de sa chambre d'étudiante, elle écrivait des poèmes qu'elle n'avait pas le courage de signer. Des vers remplis d'ambiguïté. Entre le feu et la loi, où finit l'âme? S'il m'enseigne, suis-je libre ou soumise? Elle avait toujours cru que le plus grand combat serait celui contre la médiocrité ou la pauvreté. Elle n'avait pas prévu ce duel intérieur, affronter ce qu'elle ressentait pour un homme qu'elle ne devait pas désirer. Et surtout, affronter ce que cela disait d'elle. Les rumeurs n'étaient pas encore nées, mais dans une université comme celle de Lagos, les silences parlaient fort. Il suffisait d'un regard un peu trop insistant, d'un rendez-vous derrière une porte fermée, pour que tout s'effondre. Son père l'appelait plus fréquemment, comme s'il sentait que quelque chose vacillait. Il ne parlait jamais d'amour. Juste de réputation. De nom. De sacrifice. Tu portes le nom Obi, Amaka. Ce n'est pas un jouet. C'est une dette. Ne me fais pas honte. Pas toi. Alors elle fuyait. Elle multiplia les lectures, s'inscrivit à des clubs d'écriture, prit des heures supplémentaires à la bibliothèque. Elle gela tout ce qui était spontané en elle, comme si l'intelligence seule pouvait étouffer ce cœur indocile. Mais rien ne suffisait. Chaque fois qu'elle ouvrait un livre, elle entendait la voix du professeur commenter dans sa tête. Chaque phrase qu'il lui avait dite rejouait en boucle, comme une chanson en arrière-plan. Et dans son sommeil, il apparaissait. Non pas dans des scènes osées ou romantiques, mais simplement, là. Présent. Silencieux. Inévitable. Un soir, en fermant la bibliothèque, elle croisa une affiche arrachée. Conférence du docteur, Nkem annulée, cause personnelle. Elle sentit quelque chose se tordre dans son ventre. Était-il malade? Avait-il compris qu'elle fuyait? Était-ce à cause d'elle? Elle rentra seule sous la pluie, sans parapluie. Trempée, le cœur gonflé, elle comprit que ce qu'elle fuyait, ce n'était pas lui.
C'était elle-même. Et ce conflit intérieur, cette guerre entre ce qu'elle voulait et ce qu'on attendait d'elle, n'en était qu'à ses débuts. La maison de tante Ijoma était un sanctuaire de papier froissé, de tasses à thé mal lavées, et de vérités qu'on ne disait qu'à voix basse. Journaliste d'investigation à la retraite, jadis connue pour ses enquêtes contre les ministres corrompus et les directeurs d'universités prédateurs, elle vivait aujourd'hui en marge du monde, entourée de ses livres et de son amertume tranquille. C'est là qu'Amaka trouva refuge, un vendredi soir de fatigue morale. Elle n'avait rien dit. Rien avoué. Elle avait simplement murmuré, à l'entrée. Je voulais juste respirer ailleurs. Tante Ijoma avait haussé les épaules, comme si elle comprenait tout sans qu'on ait besoin de parler. Mais le silence fut rompu par hasard, ou peut-être par nécessité. En fouillant dans le sac d'Amaka à la recherche de son chargeur oublié, la vieille femme tomba sur un carnet écorné. Un journal intime. Elle n'avait jamais été du genre à respecter les clôtures émotionnelles. Elle lut. Amaka sortait de la douche quand elle vit sa tante assise au salon, le carnet ouvert sur les genoux, les lunettes glissant sur le bout du nez. Elle allait hurler, protester, courir, mais Ijoma leva simplement un doigt. Tu parles d'un feu. D'un homme. D'un choix. Alors écoute. Elle ferma le carnet, posa ses lunettes, et croisa les jambes avec cette lenteur théâtrale qui précédait toujours une vérité brutale. L'amour interdit te brûle, mais c'est ce feu-là qui éclaire tes choix. Laisse-le te consumer si tu dois, mais ne prétends pas qu'il n'existe pas. Ce n'est pas la passion qui détruit les femmes. C'est le mensonge dans lequel on les oblige à vivre. Amaka resta debout, figée. Le mur de peur, de honte, d'obéissance s'effritait. Pas entièrement, mais suffisamment pour laisser entrer une brèche de lumière. Tu es en train de te demander si tu es une victime ou une coupable, poursuivit Ijoma. Mais la vraie question, c'est, qui es-tu quand personne ne regarde? Un silence dense s'installa entre elles. Puis, plus doucement. Ce que tu ressens n'est ni sale ni faux. Ce qui est dangereux, c'est de le nier. Maintenant, choisis, veux-tu que ton histoire soit écrite par la peur, ou par toi-même? Ce soir-là, Amaka n'écrivit rien. Elle ne pleura pas non plus. Mais en partant, elle regarda le ciel noir de Lagos comme une page vide. Pour la première fois, elle envisageait d'y inscrire son propre nom. La pluie s'abattait sur le campus comme si Lagos voulait éteindre ses propres péchés. Cette nuit-là, un blackout avait plongé l'université dans une obscurité profonde, rythmée par les craquements des générateurs et les halètements du vent. Amaka, restée tard pour finaliser une présentation, descendit prudemment les marches de la bibliothèque centrale, son téléphone éclairant à peine les couloirs vides. Son cœur battait vite, non par peur, mais par cette tension floue qui l'accompagnait depuis des semaines, ce frisson indéfini qui semblait guetter quelque chose d'inévitable. Soudain, une voix surgit derrière elle. Amaka. Elle se retourna brusquement. C'était lui. Dr. Ifeanyi Nkem. Son visage, à peine éclairé par la lueur de son propre téléphone, semblait à la fois familier et lointain, comme un souvenir qui se joue au présent. Vous ne devriez pas rester seul ici. Je vais vous raccompagner. Elle hésita à refuser, mais le silence qui suivit transforma sa peur en soumission tranquille. Ils marchèrent sans mot dire à travers les couloirs déserts, longeant les murs tapissés d'affiches oubliées. Une lampe de secours clignotait faiblement dans la salle de lecture. Ils s'arrêtèrent là, sans vraiment décider. Ifeanyi posa une main sur le dossier d'une chaise, l'autre dans sa poche, visiblement en lutte avec lui-même. Amaka sentit sa gorge se nouer. Elle voulait fuir. Ou parler. Ou pleurer. Mais son corps refusa de bouger. « Je ne devrais pas être ici, murmura-t-elle. « Moi non plus, répondit-il. Il y eut ce moment suspendu, où deux âmes se reconnaissent en dehors du temps, au-delà du bien et du mal. Leurs regards se croisèrent, se défièrent, se supplièrent. Et puis, il l'embrassa. Pas un baiser passionné, pas un geste volé. Un contact lent, hésitant, terriblement humain. Comme si leurs lèvres cherchaient une permission que le monde entier refusait de leur donner. Mais dans ce souffle partagé, dans cette seconde volée à la morale, quelque chose fut brisé. Ou révélé. Quand ils se séparèrent, ni l'un ni l'autre ne parla. Ifeanyi détourna les yeux, s'éloigna, presque brusquement, comme s'il avait commis un crime irréparable. Amaka resta seule dans la lumière clignotante. Le silence n'était plus apaisant. Il était devenu complice. Le lendemain, il ne vint pas en classe. Le surlendemain, il ne répondit pas à ses messages. Et bientôt, elle entendit les premiers murmures dans les couloirs. « Tu sais, il paraît qu'il voit une étudiante. »
Ils disent que c'est une fille du département de littérature. Amaka fermait les yeux à chaque fois. Mais au fond d'elle, elle savait, ce baiser n'était pas la fin. C'était le seuil. Et elle venait tout juste de le franchir. Une semaine après ce baiser interdit, la vie d'Amaka prit une tournure irréversible. Tout commença par un simple courriel. Objet, plainte confidentielle, conduite inappropriée. Le message, anonyme, envoyé au doyen, détaillait la prétendue relation entre le professeur Ifeanyi Nkem et une étudiante du département de littérature, brillante, influençable et naïve. Le courrier était accompagné d'une photo floue, prise à travers une fenêtre, où l'on distinguait deux silhouettes dans une salle faiblement éclairée, un homme, une femme, trop proches pour que cela passe inaperçu. Dans les heures qui suivirent, une convocation fut envoyée à Ifeanyi. Et le silence fut brisé. Pas dans les couloirs officiels, mais dans les couloirs de la rumeur. Tu as entendu? Le prof Nkem aurait couché avec une de ses étudiantes. Ils disent que c'est Amaka. Celle avec les yeux intenses. Trop ambitieuse pour être innocente. Chaque murmure était une dague enfoncée sous la peau. Amaka les sentait tous, même lorsqu'on ne prononçait pas son nom. Elle se surprenait à surveiller ses pas, à éviter les regards, à cacher sa peur derrière des lunettes qu'elle ne portait jamais. Le doyen la convoqua. Sa voix, trop douce, trop polie, résonnait comme une menace. Ce genre d'affaire peut nuire à votre carrière, mademoiselle Obi. Il serait peut-être préférable de clarifier les choses, en niant toute implication. Mais Amaka ne nia ni ne confirma. Elle resta droite. Silencieuse. Ce silence, pourtant, parlait pour elle. Le plus dur fut la réaction de son père. Apprenant la rumeur, il débarqua sans prévenir à Lagos, furieux. Son costume 3 pièces sentait l'arrogance du passé, ses yeux lançaient des jugements au lieu de questions. Tu détruis ton nom pour un homme marié? Tu veux être cette fille? Celle que les journaux vont réduire à un corps sans dignité. Ce n'est pas ce que tu crois, tenta TL. Je ne crois rien. Je vois. Et ce que je vois me donne honte. Il quitta l'appartement en claquant la porte. Elle le savait, il ne reviendrait pas. Pas tant qu'elle n'aurait pas lavé l'honneur de la famille. À l'université, Ifeanyi, convoqué, nia formellement tout comportement déplacé. Il la protégeait ou se protégeait. Elle ne savait plus. Seule au milieu du chaos, Amaka découvrait que l'université ne formait pas que des intellectuels. Elle formait aussi des armes sociales. Et parfois, le talent, la vérité, la nuance, étaient les premières victimes. Le monde d'Amaka rétrécissait chaque jour un peu plus. Son téléphone vibrait sans cesse, pas de messages d'amis, non, juste des mèmes cruels, des captures d'écran, des rumeurs déguisées en vérité. On l'épiait. On l'évitait. Même ses professeurs parlaient d'elle à voix basse. Elle devenait cette fille-là. Celle dont tout le monde connaît le nom, mais personne ne veut s'approcher. Elle avait tenté de rester digne. Elle avait voulu être plus forte. Mais le silence d'Ifeanyi, devenu brutal, tranchant, l'avait achevée. Il avait disparu. Comme si elle n'avait été qu'un moment d'égarement dans une vie parfaitement maîtrisée. Il ne l'avait pas défendue. Pas même un message. Rien. Elle passa 3 jours enfermée dans sa chambre. Elle n'alluma pas la lumière. Elle ne mangea presque rien. Les souvenirs la hantaient de leur discussion sur Baldwin, la chaleur de sa main lorsqu'il lui tendait un livre, ce baiser. Elle en arriva à se convaincre que tout avait été une illusion. Le 4e soir, elle se leva dans un automatisme presque froid. Elle enfila un long t-shirt, vida dans un petit sachet transparent tous les comprimés qu'elle avait. Antidouleur. Somnifère. N'importe quoi. Le reste fut flou. Elle marcha jusqu'au pont de Yaba, près de l'université, là où les klaxons se mêlent aux cris des vendeurs de rue et au chaos de la ville. Elle s'assit. Elle attendit que personne ne regarde. Mais quelqu'un regardait. Un homme, la trentaine, lunettes carrées, chemise froissée. Il s'approcha. Lentement. Tu sais que Lagos ne ferme jamais les yeux. Même pour mourir. Elle sursauta, prête à hurler, mais il s'assit simplement à côté d'elle. Je m'appelle Adewale. Je suis psychiatre. Et j'étais, il y a quelques années, exactement là où tu es assise maintenant. Elle ne répondit pas. On m'a traîné dans la boue pour avoir dénoncé un doyen qui exigeait des faveurs sexuelles. J'ai perdu ma bourse. Mais je suis encore là. Toi aussi, tu peux l'être. Son ton n'était pas compatissant. Il était réel. Comme s'il parlait au feu qu'il voyait dans ses yeux, pas à la douleur dans sa chair. C'est Adewale qui l'a ramené chez lui. Qui l'a nourri. Écouté. Soigné.
En silence. Et c'est là, dans une pièce remplie de livres et d'ombres, qu'Amaka a commencé à écrire. Pas pour se défendre, mais pour exister. Une lettre ouverte, intitulée « Ce que l'université ne dit pas ». Une lettre qu'elle déciderait de lire, en public, au symposium annuel de la faculté. L'abîme ne l'avait pas englouti. Il l'avait révélé. Le jour du symposium annuel de la faculté des lettres, le ciel de Lagos semblait chargé d'une gravité particulière. Une pluie fine tombait, presque respectueusement, comme si même la météo savait que quelque chose devait être lavé aujourd'hui. La grande salle de conférence bourdonnait de rumeurs contenues. Tous les départements étaient présents, professeurs en costumes amidonnés, étudiants en robes africaines modernes, journalistes discrets assis au fond. À l'entrée, sur la bannière officielle, on pouvait lire en lettres dorées. Savoir, vérité et intégrité. Amaka entra sans trembler. Elle portait un boubou ivoire simple, ses cheveux tirés en arrière, le regard fixé vers l'avant. Pas vers les gens. Pas vers le passé. Vers ce qu'elle avait à dire. Quand on annonça son nom, il y eut un murmure. Certains hochèrent la tête, d'autres détournèrent le regard. Mais elle monta sur scène comme on monte à l'échafaud, droite, libre, inarrêtable. Elle déroula sa lettre. Sa voix, d'abord calme, devint coupante. Elle parla d'abord de littérature, puis de silence. Puis de pouvoir. Puis de ce qu'on inflige aux jeunes femmes ambitieuses dans des espaces dominés par la peur et le patriarcat intellectuel. Ce que j'ai vécu n'est pas une histoire d'amour. C'est une histoire de rapport de force. D'admiration détournée. D'un système qui préfère punir le silence des femmes plutôt que les actes des hommes. Elle ne nomma pas Ifeanyi. Mais tout le monde sut. Quand elle termina, un silence impressionnant enveloppa la salle. Pas un applaudissement. Pas un mouvement. Juste cette sensation d'avoir vu une armure tomber, ou naître. Mais ce n'était pas fini. Le lendemain, une lettre manuscrite arriva au bureau du doyen. Signée, Dr. Ifeanyi Nkem. Elle était brève, précise, implacable. Je confirme avoir eu une implication émotionnelle inappropriée avec l'étudiante Amaka Obi. Elle n'a jamais sollicité ni profité de cette situation. Je prends l'entière responsabilité de mes actes et présente ma démission avec effet immédiat. La note fit l'effet d'une bombe. Les professeurs se divisèrent. Certains parlèrent d'un geste noble. D'autres d'un aveu trop tardif. Mais pour Amaka, ce fut une délivrance. Non parce qu'il la protégeait. Mais parce qu'il reconnaissait enfin la vérité, publiquement. Ifeanyi disparut de la scène académique peu après. Aucune interview. Aucun retour. Mais pour Amaka, ce geste fut le point de rupture finale. Non pas avec lui, mais avec l'image d'elle-même qu'on voulait lui imposer. Elle n'était plus la fille du scandale. Elle était la femme qui avait survécu au feu. Et qui l'avait nommée. 3 mois après le symposium, le nom d'Amaka Obi n'était plus un chuchotement honteux dans les couloirs de l'université. Il était devenu un cri. Un appel. Une bannière. Son recueil de textes, Ce que Lagos ne dit pas, fut publié grâce à l'appui discret d'Adewale, son sauveur inattendu. C'était un ouvrage brut, sans fioritures, des poèmes courts, nerveux, des fragments de journal intime, des lettres qu'elle s'était écrites à elle-même, et des observations douloureusement précises sur les murs invisibles que les jeunes femmes croisent dans les institutions académiques. Le livre circula d'abord sous forme de PDF entre étudiantes. Puis il fut imprimé à la va-vite, distribué dans les universités d'État. Bientôt, des maisons d'édition indépendantes s'en emparèrent. Il devint un objet de révolte, un manuel de survie, une bouée. On l'invita à parler. À l'université de Port Harcourt, à Zaria, même à Accra. Elle refusa les plateaux télévisés, mais accepta les amphithéâtres pleins de jeunes femmes et de jeunes hommes aussi, qui l'écoutaient non comme une héroïne, mais comme l'une des leurs. Dans chaque discours, elle répétait la même phrase. « Je ne suis pas courageuse. J'étais simplement fatiguée de me taire. » Elle réécrivit sa thèse, cette fois sans supervision, mais avec la rage comme encre et la vérité comme méthodologie. Elle obtint son diplôme avec les félicitations du jury. Pas parce qu'il voulait lui faire plaisir, mais parce qu'il ne pouvait plus nier ce qu'elle était devenue. Un jour, elle reçut une lettre manuscrite, sans signature. C'était une feuille pliée en 4. Quelques lignes, écrites dans une écriture qu'elle reconnaîtrait entre 1000. « Je t'ai fait du mal. Je voulais t'élever, mais j'ai failli te noyer. Tu as survécu sans moi. Et c'est comme ça que je sais que tu étais plus forte que moi depuis le début. » Elle rangea la lettre sans pleurer. Elle n'éprouvait plus ni haine ni regret.
Seulement de la clarté. Amaka retourna parfois à la bibliothèque centrale. Elle y observait les étudiantes qui, désormais, la regardaient non comme une rumeur vivante, mais comme une lumière témoin. Elle leur souriait. Et parfois, elle les conseillait. Elle n'était pas là pour être un modèle. Elle était là pour dire, moi aussi, j'ai failli disparaître. Et pourtant, je suis toujours là. Et dans les marges de ses livres, elle écrivait encore des poèmes. Mais cette fois, elle les signait. Amaka Obi. Femme. Vivante. Dis-moi en commentaire ce que ton cœur a ressenti. Signe pouce vers le haut, laisse un like, ce petit geste qui, pour moi, vaut 1000 soleils. Cloche et surtout, abonne-toi, pour ne jamais manquer le prochain battement de cette grande symphonie d'histoire humaine. Chaque vidéo, c'est un pas de plus vers un monde où la parole soigne, où les récits rassemblent, et où la vérité danse sans masque. Merci d'être là, vraiment.